Bonsoir à tous et merci à vous de nous accueillir chez vous ce soir pour cette nouvelle édition du journal. Avec nous sur le plateau, Harouna Atoumani, vice-président du conseil du comité départemental du tourisme de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir Amina. Alors un événement important se prépare plus que quelques heures avant l'ouverture du 5e salon du tourisme de Mayotte. On verra avec vous tout à l'heure ce qu'il en est de l'événement. Qu'est-ce qui est prévu? À quoi doit-on s'attendre durant ces 2 jours puisque ça se tiendra demain, vendredi et samedi? On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on suit de très près cette grève au conseil départemental. Protocole d'accord, pas protocole d'accord, on en saura davantage tout à l'heure dans ce journal avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 8 septembre. Les grévistes du conseil départemental se sont réunis ce matin afin de prendre connaissance des avancées obtenues par les leaders syndicaux après la réunion d'hier. Celle-ci avait duré plus de 8 heures et ce long dialogue a payé puisqu'un protocole de sortie de crise est en cours de signature. Le point dans votre journal. Cet après-midi, le préfet Frédéric Vaux était en visite officielle dans la commune de Dzaoudzi-l'Abattoir. L'occasion de faire le tour des grands chantiers en cours et de ceux qui ont vu le jour grâce aux efforts consentis par l'État, dans un contexte où l'éducation et la sécurité restent clairement prioritaires. Équilibristes, danseurs et clowns, les navigues-artistes du voilier spectacle La Loupiote parcourent les flots depuis 12 ans et offrent au public du monde entier des représentations gratuites. Ils devaient se produire à Mayotte, mais ils n'ont pas reçu les autorisations nécessaires. Plus d'informations à la fin de cette édition. Plus de 8 heures, c'est le temps qu'il aura fallu à la direction du conseil départemental et à l'intersyndical pour conclure la réunion tenue hier. Des échanges longs mais fructueux puisque les leaders syndicaux en sont ressortis satisfaits. Plusieurs avancées notoires ont en effet été obtenues. Ce matin, ils ont donc consulté la base afin de leur présenter l'état d'avancement des revendications pour ensuite décider de la suite à donner au mouvement. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Ce matin, les grévistes du conseil départemental se sont réunis au cinéma Alpaggio afin de prendre connaissance des avancées obtenues hier par les leaders syndicaux. Des leaders syndicaux qui sont apparus satisfaits de la teneur des échanges qui auront duré plus de 8 heures. Alors il en est aujourd'hui que la plupart des points, en tout cas qui faisaient blocage, les points essentiels, on a pu trouver un accord. Donc nous allons ce matin faire la restitution de déroulement de la réunion à la base et à partir de là c'est la base qui prendra la décision. Effectivement nous allons formuler, donner des recommandations mais c'est la base qui va décider par la suite. Parmi les avancées obtenues, il convient de relever la mise en application dès le premier trimestre 2017 des tickets restaurants. Concernant la situation des contractuels, les agents ont obtenu que leur titularisation soit facilitée, tandis que la régularisation des carrières devrait être actée prochainement. Au niveau de la régularisation des carrières, des carrières qui ont été, les personnes qui étaient lésées dans leur carrière, donc il y aura des avancements mini, mais aussi il y a engagement de la part de l'exécutif d'éditer très prochainement, dans un délai assez court, les arrêtés de nomination, mais aussi organiser ce courant septembre une CAP pour faire passer les agents qui étaient oubliés. Et donc du coup, l'ensemble des lauréats à l'issue des CAP de 2012 à aujourd'hui, eh bien, ils se verront nommés d'ici 2 mois. Pour contraindre l'exécutif à tenir ses engagements, l'intersyndicale a imposé la mise en place de garde-fous, comme nous l'explique le porte-parole Askandari Alaoui. En ce qui concerne l'équipement des agents,
Alors là-dessus, les problématiques sont assez diverses et multiples. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas de bureau, il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur, il y a des professionnels qui doivent être vêtus et qui n'ont pas les vêtements nécessaires. Donc là aussi, il y a des échéanciers qui se sont convenus. Et ce qu'il y a peut-être d'extraordinaire, c'est que chaque fois, pour chaque variable, nous avons défini des garde-fous. C'est-à-dire que si tel agent n'est pas équipé ou sa situation n'est pas rendue conforme, possibilité est donnée à cet agent d'exercer son droit de retrait. Toutes ces avancées apparaissaient inespérées au vu des premiers échanges et de la situation financière du département, même s'il convient encore d'attendre les prochaines séances plénières avant de crier victoire. Pour nous, ça a été positif parce qu'on a pu trouver un accord sur les points relatifs à l'évolution des carrières. On a pu trouver un accord là-dessus. C'est essentiellement ce point-là qui faisait blocage. Et puis pour la plupart des points relatifs aux conditions de travail, on a pu s'arranger, mais il y a certains points qui aujourd'hui font encore blocage. Mais pour nous, écoutez, on reviendra. Les négociations pourront continuer par la suite par des réunions. Et que nous, intersyndicales, nous jugeons qu'il est nécessaire à ce qu'on peut-être on procède à la suspension de ce mouvement. Après la réunion du matin, la base a validé les avancées et les agents ont repris le travail. En début d'après-midi, les deux parties se sont donc rencontrées afin de signer un protocole de sortie de crise, actant la fin effective de ce conflit. Alors c'est la question, Pierre, que tout le monde se pose. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une sortie de crise? Est-ce qu'un protocole d'accord a été obtenu par l'intersyndicale? Alors oui, ils ont obtenu des protocoles, en tout cas la rédaction de protocoles, mais ce n'est toujours pas signé. Ce n'est toujours pas signé à l'heure actuelle. Il y a eu plusieurs protocoles qui ont été présentés. Le dernier en date, ils l'ont reçu il n'y a pas très longtemps. Ils ne l'ont pas signé, ils vont attendre demain matin. Pourquoi? Alors il y a plusieurs choses qui posent problème. La première, encore une fois, c'était déjà le cas avant-hier. Le président du conseil départemental, Souabadine Ibrahim Ramadani, n'était pas présent lors de cette réunion du jour et lors justement donc de cette réunion qui devait permettre de signer le protocole d'accord. Et l'intersyndicale ne cesse de répéter qu'à chaque fois qu'il n'est pas présent, les choses se passent mal, puisque les personnes qui le représentent, en l'occurrence c'était le porte-parole de la majorité, Ali Debré-Combo, qui était là aujourd'hui, apparemment ne sont pas d'accord avec ce qui est dit, en tout cas ne suivent pas ce qui avait été fait hier. C'est-à-dire, hier ils se sont entendus sur les termes qui devaient paraître dans ce protocole de sortie de crise. Et sur plusieurs points, notamment cette histoire de garde-fou, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de rédaction. Ils avaient fait ça sous forme de tableau avec plusieurs colonnes et tout n'est pas respecté. Il se plaît notamment de textes qui sont un peu opaques, qui ne reprennent pas du tout justement cette mise en forme de tableau. Et à l'intérieur, notamment sur certains points, comme la formation, l'envoi de certains agents en formation, il y a des problèmes puisque ça devait être acté et il souhaitait notamment que ça soit écrit que voilà, ces agents partiraient en formation. Et ce qu'il voit aujourd'hui, c'est que dans le protocole, il est écrit que le conseil départemental va étudier la possibilité. Alors ça, forcément, ça les met en colère. Et donc voilà, c'est vraiment un problème de forme et de ce qui est écrit qui n'est pas conforme à ce qui avait été hier décidé et avec voilà, les choses qui s'étaient dites ensemble. Alors le protocole n'a pas été signé, est-ce que pour autant la grève continue, Pierre? Alors non, depuis ce matin le travail a repris, c'est ce qu'il faut signaler, la base a été consultée, la base a décidé de reprendre le travail puisque voilà, logiquement, si hier soir, donc ça a fini très tard, mais tout le monde était d'accord pour se dire demain on se revoit pour signer ce protocole tel qu'il est actuellement avec voilà ce qui est stipulé dedans. Mais voilà, aujourd'hui les choses ne se sont pas passées comme prévu, notamment on le rappelle donc pour ces garde-fous. Donc les garde-fous, c'est quelque chose d'assez extraordinaire puisque ça va être des personnes qui vont être désignées et qui pour suivre l'avancée et pour contraindre finalement les élus à respecter ce pourquoi ils se sont engagés, sinon il y aura des droits de retrait. Donc on imagine que du côté des élus de la majorité, c'est un vrai rapport de force qui est en train de s'installer.
un véritable rapport de force qui va s'instaurer au sein de l'institution. Et puis, et on imagine que les élus, ça leur fait un petit peu peur de signer ça comme ça. Donc voilà, donc on va voir un peu ce que ça donne. Demain matin, en tout cas, il y a étude du protocole. À nouveau, ils vont regarder et puis on va voir s'ils sont d'accord. Sinon, ça peut peut-être encore durer et voire même la grève pourrait reprendre si on n'arrive pas à un accord. Affaire à suivre donc du côté du conseil départemental. Pierre, merci beaucoup. Et on enchaîne maintenant avec ces pratiques qui, à mesure que le temps passe, s'étendent sur le département. Des pratiques douteuses, pire encore, des trafics de tout genre que l'on retrouve principalement aux abords de certaines administrations, souvent engorgées par de longues files d'attente. Nous révélions ainsi dans nos précédentes éditions ces trafics de timbres fiscaux et de tickets d'ordre de passage sans que ceux qui s'y adonnent ne soient inquiétés. Aujourd'hui encore, un agent du conseil départemental a découvert à ses frais l'existence d'une autre pratique très organisée. Il nous en dit plus au micro de Pierre Bellucci. On l'écoute. Ce matin, j'ai eu un courrier des services des impôts. Je devrais y aller me renseigner. Puis je me suis présenté à la sécurité. Il y avait une foule de gens. Et ça a commencé par une bousculade. Moi, quand j'ai présenté la convocation, on a commencé à me bousculer et puis je suis rentré, je m'aperçois que le porte-monnaie a disparu. La bousculade a été déclenchée dans cet objectif parce que à chaque entrée et sortie, il y a une bousculade. Et au commissariat, on m'a fait comprendre que c'est tous les jours. Et il y a des plaintes qui ont été déposées là-bas, pareil qu'à la préfecture. Donc il y a des groupes crépuscules qui rôdent au centre des impôts et à la préfecture. Et cet après-midi, le préfet Frédéric Vaux était en visite dans la commune de Dzaoudzi-l'Abattoir et s'est ainsi rendu rue du Château d'Eau, proche du futur bâtiment de la police municipale ou encore l'école élémentaire T17. Autant de projets pour lesquels l'État a investi et qui entrent dans le cadre des priorités définies par la municipalité. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Dès 14h cet après-midi, le préfet Frédéric Vaux a débuté sa visite officielle dans la commune de Dzaoudzi-l'Abattoir. Chaleureusement accueilli, le représentant de l'État s'est laissé guider par le président de l'association des maires, Saïd Omar Wali. Ce dernier, qui est également maire de la commune, nous en dit plus sur l'objet de cette rencontre. Écoutez, je pense que c'est une visite tout à fait républicaine. À chaque nouveau préfet à Mayotte, il y a une visite sur le terrain. Donc le préfet, en fonction de son emploi du temps et mon emploi du temps, on était convenu qu'il puisse venir visiter la commune, voir les réalisations qui ont été faites dans la commune, mais aussi les projets que nous avons pour le futur. Donc c'est une visite, je dirais, de prise de contact. C'est une visite, je dirais, de courtoisie et surtout une visite de voir aussi la population de la commune. Futur bâtiment de la police municipale, décharge sauvage d'Oupi, rue du Château. Le préfet a pu visiter des sites importants comme l'école élémentaire T17 pour laquelle l'État a largement investi. L'État accompagne plusieurs projets. Là, nous sommes dans un établissement scolaire qui a été réalisé en 9 mois, qui a bénéficié d'un concours de l'État et qui répond à l'enjeu d'éducation qui est important de partout à Mayotte et dans chacune des communes. L'État accompagne la commune dans le domaine de l'éducation, qui reste une priorité à Dzaoudzi-l'Abattoir, comme nous l'explique le chargé des affaires scolaires au sein de la municipalité. Il n'y a pas que les écoles, mais aussi des plateaux polyvalents qui vont être construits pour activités sportives, en même temps les activités périscolaires, donc dans cette optique-là. Donc là aussi, on travaille beaucoup pour la rénovation des écoles, parce que au niveau de l'électricité, de l'hygiène, de la sécurité, tout ce qui concerne l'éducation, donc on y travaille. Dans cette optique-là pour donner une meilleure condition de travail et aussi d'accueil au niveau de nos écoles. Autre priorité, la sécurité des administrés de la commune. Et dans ce domaine, l'État comme la municipalité ne souhaite pas badiner avec les moyens.
Nous accompagnons aussi la commune de Dzaoudi l'abattoir sur ses démarches en matière de sécurité, parce qu'on a toujours l'impression que la petite terre est à l'abri des problèmes de sécurité. Or, il y en a, et ça se traduit par une convention entre la gendarmerie et la police municipale. Ça se traduit par une aide de l'État pour des locaux pour la police municipale. C'est aussi des moyens que nous allons autoriser à la police. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, la première des choses que nous avons dit à la population de Dzaoudi l'abattoir, c'est que parmi les projets phares que nous pouvons mettre en œuvre, c'est la sécurité des biens et des personnes. Donc c'est une des raisons que parmi les projets que nous tenons vraiment à réaliser dès cette année, c'est donner un siège, je dirais, à notre police municipale, donner les moyens matériels à notre police municipale pour permettre justement la prise en compte de la sécurité de nos concitoyens ici. L'insécurité semble en effet devenue le problème majeur à Mayotte. Il convient donc de mettre les moyens dans ce domaine, que ce soit en Petite Terre comme dans le reste du département. Et n'en déplaise à certains, Mayotte continue sa marche vers le développement, un développement qui reste néanmoins conditionné à la formation de la jeunesse du 101e département. Et après l'inauguration de l'Institut régional du travail social qui a eu lieu mardi, ce matin, c'était au tour de la signature d'une convention entre le conseil départemental et le vice-rectorat. Une convention qui porte création du centre de formation d'apprentissage académique de Mayotte. Toutes les explications dans ce sujet signé Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Nouveau pas en avant ce matin pour la jeunesse mahoraise. En effet, à 10h avait lieu la signature de la convention portant création du centre de formation d'apprentissage académique de Mayotte, une structure publique qui va travailler avec l'ensemble des établissements scolaires et les entreprises, comme le souhaitait le président de la République François Hollande. Écoutez, c'est un moment important parce que ça valorise l'apprentissage qui a été pour le président de la République une priorité de son quinquennat. Et c'est montrer aussi que le territoire de Mayotte est vraiment en train de se structurer, puisque nous avions pour l'instant des unités de formation qui étaient des unités qui permettaient d'avoir quelques apprentis sur certains de nos établissements. Là maintenant, nous aurons une structure officialisée, une structure administrative avec un directeur du CFA public, et nous aurons de fait l'ensemble des établissements scolaires, mais également tous les chefs d'entreprise par le biais de la CCI, de la CMA, qui pourront du coup valoriser le travail par apprentissage et qui pourront bénéficier, s'ils le souhaitent, de nos structures d'enseignement. Jusqu'alors, la structure existait, mais portait le nom d'unité de formation d'apprentissage. La nouveauté porte donc sur la convention et le travail étroit qui doit être mis en place entre le vice-rectorat et le conseil départemental. Il y a déjà 4 UFA. Mais aujourd'hui, on change en CFA parce que depuis que le CFA de Kawaini a été dissous, on a travaillé avec des UFA, des unités de formation en apprentissage. Et ces UFA, l'enseignement est assuré par le vice-rectorat. Aujourd'hui, il y a 4 unités de formation qui sont à Kawaini pour la restauration, à Kahani pour l'automobile, à Chirungi pour le bâtiment et puis à Dzoumouigny. On change seulement le titre. Au lieu de d'UFA, on passe en CFA, mais normalement, ces CFA sont déjà là. Cette structure permet à de nombreux jeunes de suivre un apprentissage professionnalisant. Et comme l'explique Nathalie Costantini, à Mayotte, la demande est très forte. L'apprentissage est quelque chose de complexe qui nécessite d'avoir beaucoup d'autonomie, et c'est vrai que la maturité de nos jeunes ici et leur volonté de s'insérer dans le tissu économique est tout à fait propice au développement de l'apprentissage. Après l'inauguration de l'Institut régional du travail social qui a eu lieu ce mardi, voilà donc une autre bonne nouvelle dans le domaine de la formation des jeunes à Mayotte. Un domaine qu'il convient de développer au plus vite, sur un territoire où 60% de la population a moins de 25 ans.
Et Natacha Apana, nominée au prix Goncourt pour son ouvrage sur Mayotte, Le torchon qui brûle au port de Longoni, ou encore le préfet Frédéric Vaux qui va à la rencontre des maires. C'est également dans le reste de l'actualité de ce jeudi 8 septembre. Toutes les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Le torchon brûle entre le délégataire du port MCG et le syndicat des transitaires. Ces derniers s'insurgent notamment contre les méthodes employées par la directrice de Mayotte Channel Gateway et ont à ce titre envoyé une lettre au président du conseil départemental ainsi qu'au préfet afin de demander des comptes en ces termes. Lorsque nous avons reçu l'arrêté du conseil départemental validant les tarifs MCG, nous avons demandé pour l'ensemble de nos adhérents que la société MCG fasse les avoirs sur les factures RTG émises avant le 2 septembre 2016. Madame Nel, en réponse à notre demande, nous a envoyé un message stipulant qu'à partir du 12 septembre 2016, elle exigerait le paiement au comptant des factures MCG, et ce pour chaque conteneur. Par la présente, notre syndicat sollicite une audience avec vous en urgence suite aux décisions intempestives prises unilatéralement par la présidente de la société MCG. Cette nouvelle tarification a donc mis le feu aux poudres et les tensions sont clairement de retour au port de Longoni. Et hier, le préfet Frédéric Vaux avait convié l'ensemble des maires du département à une réunion de travail permettant de faire le point sur les sujets d'actualité. La directrice de cabinet Florent Gilbert-Bézard, Madame la vice-recteure Nathalie Costantini ou encore le directeur de l'INSEE Mayotte Jamel Mekaoui étaient présents lors de cette réunion qui a duré plus de 3 heures. Situation dans les écoles, lutte contre la délinquance, construction illégale, budget des collectivités, recensement de la population. Les échanges auront été riches, constructifs et auront permis de faire un tour d'horizon des grands défis à relever dans les prochains mois. Parmi les points importants à noter, la signature prochaine d'une convention entre la préfecture et le parquet visant à simplifier et fluidifier les procédures en matière d'occupation illégale. La directrice de cabinet a également informé les maires de ces rencontres régulières avec les collectifs villageois sur la question migratoire et des actions menées dans la lutte contre l'immigration clandestine. L'Académie Goncourt a dévoilé mardi dernier sa première sélection de 16 romans en lice pour le plus prestigieux prix littéraire du monde francophone. Parmi eux, Natacha Apana a été sélectionnée suite à son dernier ouvrage intitulé Tropique de la violence. Ce dernier décrit la délinquance juvénile sur le département dont elle a été témoin durant 2 ans. Lors d'une interview accordée à France Info, elle souligne « J'y ai vécu 2 ans de 2008 à 2010 et j'avais été frappé du nombre d'enfants dans la rue. Ce sont des enfants qui ont été laissés à Mayotte par leurs parents. Leurs parents sont des clandestins qui ont été renvoyés à la frontière. » Le livre Choc dépeint une nouvelle fois le côté sombre du département et les problèmes liés à une partie de la jeunesse à la dérive. A noter que les 2e et 3e sélections du prix Goncourt doivent se tenir les 4 et 27 octobre prochains. Et je l'annonçais au début de ce journal, Atoumani Harouna, vice-président du comité départemental de tourisme de Mayotte, est avec nous sur ce plateau. Et avec vous, Atoumani Harouna, on va parler du 5e salon du tourisme et des loisirs ici à Mayotte. Coup d'envoi prévu demain, qu'en est-il ? Coup d'envoi prévu demain à 10h. Donc là, je viens juste de monter. L'équipe sont, comme on dit, au guidon. D'ailleurs, j'encourage beaucoup l'équipe de CDTM depuis ce matin dès 6h. Les installations continuent. Tous les exposants ont quasi répondu présent, au moins au niveau téléphone, jusqu'au courant de la journée. Au total, 110 exposants. Un peu de récapitulatif au niveau du thématique, de différentes thématiques. Justement. Depuis 2012. Donc la première édition en 2012 sans thématique, après la thématique lagon, l'hébergement à l'honneur, écotourisme, tourisme vert l'année dernière, et nous voici en 2016 sur patrimoine culturel de Mayotte. Il y a des choses à dire là-dessus. Il y a des choses à dire, mais c'est une façon aussi de répondre aux grandes questions, de dire à Mayotte quel type de tourisme sont présents. Donc ces thématiques n'étaient pas choisies au hasard, c'est les différents attraits, différents
atout touristique qui nous entoure. C'est ce qui répond à la question de toutes les interrogations qu'on nous pose, quel tourisme. Donc aujourd'hui, le patrimoine culturel de Mayotte, cela veut dire que on rentre petit à petit au centre du sujet, c'est-à-dire il s'agit de mettre au centre de cet axe de développement l'homme et son histoire. C'est-à-dire quand on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Donc c'est la réponse que le comité départemental de tourisme cette année a donnée par rapport à cette interrogation. Alors, question sur le site, on le sait, ça se passe du côté du parvis du comité départemental, donc la place de la République. À quoi doit-on s'attendre? Comment ça sera? Est-ce que ça sera comme les années précédentes ou il y a des choses particulières qui ont été faites pour cette année, des nouveautés à prévoir? Des nouveautés en fait à prévoir sont énormes parce que déjà 43 participants par rapport à l'année dernière en plus. Deuxième chose, on a nos collectivités ont répondu présent, 4 communes, je rappelle Tingoni, Mamoudzou, Sada et voilà, c'est là. Il y a la collectivité aussi, le département qui ont répondu présent par ses services culturels. Donc l'État, le cellule Europe, ça c'est très important pour nous parce que un développement économique, il faut des acteurs mais aussi des facilitateurs en fait du secteur. Donc ça nous vraiment réjouit. Et pour continuer à votre question, c'est par rapport aux animations, parce qu'on sait que au niveau patrimoine culturel de Mayotte, Dieu sait que c'est riche en animation. Donc cette année, on verra des danses anciennes, traditionnelles, mais aussi religieux et des contes qu'on a perdu un peu il y a quelques années avec les grands mer qui les autour du feu, Halé, c'est des histoires qu'on a oubliées complètement. Alors l'événement va durer 2 jours, il sera concentré donc sur vendredi, demain et samedi. Au niveau des horaires, qu'en est-il? Au niveau des horaires, on a choisi à 10h demain l'ouverture, parce qu'on sait que au niveau des embouteillages, les gens viennent de 4 coins de l'île. Donc vers 10h, après suivi à 13h de l'ouverture de cérémonie officielle par nos autorités du département, aussi la préfecture et les mairies que je viens de citer. Cette inauguration sera bien sûr présidée par notre présidente du comité départemental de tourisme et suivi avec tous les moments forts, par exemple à 15h, animation thématique sur la danse. C'est là où on va rappeler les différentes danses avec des tenues qui vont avec. Et le débat, sans aussi oublier nos débats, on voit que nos filles, tout le week-end, organisent des débats, mais on s'est rendu compte que c'est fermé entre nous. C'est une façon aussi de montrer à nos visiteurs, mais aussi les nouveaux qui viennent d'arriver, comment ça se passe à Mayotte, qu'ils n'hésitent pas en fait à contacter ces associations, éventuellement s'il y a des organisations qui se font le week-end dans leur village. Merci beaucoup à Toumani Harouna pour toutes ces précisions. Je rappelle, le salon commence demain à 10h et il y a des nocturnes, donc il faudra se rendre sur la place de la République. Voilà, se rendre à la place de la République jusqu'à 21h. Une belle promotion pour le tourisme à Mayotte, bien sûr. Et puisqu'il est question de loisirs et de détente, je vous propose de continuer dans cette lancée. Et cette fois en embarquant à bord de la Loupiote qui a enfin atteint les eaux mahoraises. Mieux, il est actuellement amarré au port de plaisance de Dzaoudi. À son bord, un couple d'artistes qui parcourt les océans depuis 2004 en offrant au public du monde entier des représentations gratuites. Malheureusement, à Mayotte, nous n'aurons pas cette chance car les autorisations nécessaires n'ont pas été obtenues. Les navigartistes ont tout de même accepté de nous ouvrir la cale de leur univers atypique dans ce reportage d'Adèle Laurent.
Partenaires sur scène et dans la vie, Franck et Delphine sont navigartistes. Ils parcourent le monde depuis 12 ans à bord de leur voilier. Ce moyen de locomotion se transforme le moment venu en scène de spectacle où le couple laisse libre cours à leur créativité, émerveillant petits et grands de tout pays. Les différents spectacles qu'ils ont créés sont au croisement de plusieurs formes d'art, comme nous l'explique Delphine Rabillier. Les spectacles qu'on présente, il y a on va dire une histoire qui se déroule et cette histoire on l'accompagne de différents arts, aussi bien de l'art théâtral que des arts du cirque et de la danse. Ce sont toutes des formes d'expression qui nous ont permis d'avoir un langage un peu international. Un spectacle à portée universelle et le fait d'avoir un bateau pour scène a également été un défi à relever. Tout le challenge, c'était d'arriver à transformer en avantage toutes les contraintes liées à l'espace du voilier, donc la petitesse de la scène, mais en même temps, on se rend compte qu'occuper cet espace-là à deux, c'est déjà grand. Utiliser les haubans comme des agrès, utiliser le mât, la baume, le gréement, et en faire autre chose. Essayer de l'amener dans notre univers de création et amener les gens avec nous dans un autre univers. Un univers de création, mais aussi un mode de vie atypique. En effet, parcourir les océans au gré des spectacles peut sembler idyllique. Mais Franck nous explique pourquoi il ne faut pas idéaliser ce mode de vie. On a souvent l'image d'avoir une vie de rêve par rapport à nos choix, par rapport à ce qu'on fait. Mais on n'est pas en vacances sur le bateau, on n'a pas pris 3 années sabbatiques pour faire le tour du monde et aller où on veut. On est en travail, on est régi par les contraintes de se rendre d'un espace à l'autre, d'aller y rencontrer le public, d'y jouer nos spectacles. Et ce n'est pas la seule contrainte qu'ils peuvent rencontrer. En effet, les navigartistes devaient se produire à Mayotte, mais faute d'avoir obtenu les autorisations espérées, le public mahorais ne pourra probablement pas profiter de ce spectacle acrobatique et poétique. En effet, ils avaient demandé à amarrer leur voilier entre le ponton militaire et le ponton de plaisance de Dzaoudzi, ou entre la barge et le ponton de Mamoudzou, mais cela leur a été refusé. Le capitaine du port leur a proposé d'amarrer au quai des croisiéristes. Malheureusement, cet endroit n'est pas adapté pour leur spectacle à cause de la houle, mais aussi de l'éloignement du public. Quand on arrive dans des lieux avec des ports aménagés, ouverts au public, qui ont un espace de vie sur les quais, c'est tout bonheur pour nous, parce que c'est vraiment des lieux qui ne demandent qu'à être animés et qu'à accueillir des événements un peu atypiques. Quand on arrive dans des espaces comme Mayotte, où il n'y a finalement aucun front de mer vraiment nautique, où des bateaux puissent s'approcher, que les seuls espaces où on a la possibilité de venir sont régis par des institutions commerciales, on se retrouve du coup confronté à des problèmes administratifs d'autorisation, autorisation qu'on n'a pas réussi à avoir ici à Mayotte. Les navigartistes qui ont donné des centaines de spectacles dans des dizaines de ports du monde entier ont toujours été bien accueillis. Mais à Mayotte, les difficultés s'amassent. Seul le préfet aurait le pouvoir d'autoriser cette représentation artistique gratuite. Si aucune solution n'est trouvée, ils reprendront la mer jusqu'en Afrique du Sud et iront ravir un autre public. Ainsi va la vie pour Franck et Delphine, qui ont choisi de concrétiser leurs rêves et qui ont d'ailleurs quelques petits conseils à donner. Beaucoup de gens rêvent de faire des choses atypiques mais n'osent pas. Et donc beaucoup de gens se donnent des bonnes raisons de ne pas le faire et voudraient que ces bonnes raisons soient partagées par tous pour surtout prouver qu'on ne peut pas le faire. Donc il faut arriver à passer au-dessus de ça. De toute manière, la seule chose qui fait que ça peut réussir, c'est d'avoir du talent, mais ça je dirais que c'est 5-10% de l'affaire, quoi. Le reste c'est 90% de travail, donc faut travailler, quoi. En fait, on a tous le même choix dans la vie. On a le choix de rêver une vie, une autre vie, ou on a le choix de vivre nos rêves. Alors voilà, chacun de choisir. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. À 7h, Henri Nourri du SNES sera l'invité du temps de parole. Excellente suite des programmes à vous sur KTV et je vous donne rendez-vous demain soir.